Merci à tous d'être là. Bonjour Olivier, ça fait vraiment plaisir. On avait parlé déjà de cette question qui était la question du financement des produits de santé avec les différents enjeux qui étaient liés, qui dépassaient d'ailleurs la question pure du prix, mais qui allaient sur des questions de valeur, de création industrielle. On avait parlé à Cham et j'aime bien rendre un hommage appuyé à Guy Valencien et à son organisation parce que c'est aussi un autre espace de débat public qui est sans langue de bois, comme ici. Et on avait, à l'époque, on s'était dit qu'on ferait un café justement sur ces questions-là pour préciser encore un peu les choses. Et puis surtout, regarder ce qui se passe après la loi de financement de la sécurité sociale, telle qu'elle est parue là, sachant que tout le monde sait que on a découvert le texte comme un peu comme une douche froide en ce qui concerne les acteurs de santé au sortir du Conseil des ministres. Bon, il y a eu des choses qui ont été amendées, mais il y a quand même encore des points sur lesquels il va falloir vraiment travailler pour faire en sorte qu'on puisse avoir un financement de ce système de santé qui soit efficace. Quand on met 240 milliards sur la table alors que la justice, c'est 11 milliards de budget, je le rappelle, on attend quand même des différents acteurs, et en particulier des décideurs et organisateurs du soin, que le système soit à peu près efficace. On s'aperçoit qu'à l'heure actuelle, il se disloque. Alors, il y aura peut-être une destruction créative et puis des choses qui vont émerger de tout ça, mais on aimerait bien aussi que les industries puissent naturellement participer et contribuer à cet essor, à cet effort, à cet enrichissement du pays. Il y a quand même 4 millions d'emplois qui sont liés à la santé, donc c'est pas un sujet bénin. Ça caractérise beaucoup de gens en France. Et cette question de l'innovation, et puis peut-être d'autres questions industrielles, sont des questions qui sont tout à fait cruciales. C'est un des objectifs du président de la République. Je pense que ça reste toujours son objectif, mais il y a tout un travail, à mon avis, qu'il faut faire et tout un message, en particulier venant des entreprises, médicaments, dispositifs médicaux, e-santé, qui est important à faire passer. Et c'est avec grand plaisir que je te passe la parole pour qu'on puisse t'écouter et que tu nous expliques un peu quelles sont non seulement les problématiques rencontrées, mais également les solutions qu'on pourrait voir émerger. Merci Olivier. Alors d'abord, je tiens à te remercier de ton invitation et j'avais pris beaucoup de plaisir à discuter déjà avec toi et avec le groupe que nous avions à Cham. Donc aussi merci à Guy Valencien pour ce forum et cette organisation qui est toujours extrêmement appréciée. Tout d'abord, ma maman m'a appris à être poli. Je vous souhaite effectivement une très bonne année à tous. Je vous remercie de vous être connectés si nombreux pour Olivier, Germain et puis moi-même puisque nous organisons ça aujourd'hui ensemble. Mais Olivier et Germain font un travail fantastique avec Nil depuis bien des années. J'ai un café parce que ça s'appelle le Café Nil. Donc je suis prêt. Je voulais commencer aussi par vous dire peut-être ce que je ne vais pas faire ou ce que je ne vais pas me permettre de faire, c'est-à-dire vous parler d'une réforme du système de santé de A à Z, médecine, hôpital, qui ne relève pas de ma compétence ni de mon métier. Donc je ne me permettrai pas d'aller dans ces détails-là. Je ne détiens pas une vérité absolue sur la façon dont le système de santé devrait être organisé. Je ne détiens d'ailleurs aucune vérité absolue pour commencer. Et puis je ne vais pas non plus me focaliser exclusivement et uniquement sur la LFSS, puisque maintenant c'est plus un PLFSS, c'est une loi. Et chacun de ces articles, je vais essayer de me focaliser sur le médicament et en particulier l'innovation en santé et ce que j'appellerais le continuum de l'innovation. Parce que ce continuum de l'innovation est particulièrement perturbé. Il y a un cercle qui devrait être vertueux et qui me semble quelque part grippé. Et on va parler de ça si vous le voulez bien. Et on a beaucoup de temps ensemble, donc je vais essayer de parler finalement pas si longtemps que ça, de manière que l'on puisse avoir une discussion, parce que les avis de chacun et ce que moi aussi personnellement, égoïstement, je peux tirer de vos remarques sera extrêmement intéressant. Et avant de me focaliser sur le continuum de l'innovation, je voulais faire quelques constats. Le premier constat qui est un peu évident, c'est qu'il y a énormément de besoins médicaux émergents parce que aussi, il y a des techniques diagnostiques qui évoluent.
Il y a des nouvelles maladies qui apparaissent, il y a des nouveaux risques aussi qui sont potentiellement liés à l'environnement. Et on parle souvent, et vous en avez parlé en Cafénil, de One Health et de l'interconnexion entre la santé animale, la santé environnementale et la santé humaine. Tout ça fait émerger des nouveaux risques et à nouveaux risques, nouveaux besoins. Et puis, en France et dans le monde, il n'y a pas que des vagues d'infection Covid. Il y a aussi, et fort heureusement, des vagues d'innovation. Et les 5, 7, 10 prochaines années, et puis les 5 dernières années, on va dire, nous font bénéficier d'une vague d'innovation vraiment quasiment sans précédent. Ce qui est assez exceptionnel parce qu'on a dans beaucoup de maladies des standards de traitement qui sont déjà quand même de référence et des bons standards de traitement. On a eu des impacts positifs sur énormément de maladies, de l'hépatite C au cancer du sein, en passant par la rougeole qui tuait 2 millions de personnes par an il y a 50-70 ans, hein, et ça n'est plus le cas aujourd'hui, évidemment. Donc, il y a déjà des standards de traitement qui sont très élevés et nous avons la chance, grâce notamment à la médecine génomique et à bien des techniques, d'avoir encore face à nous une nouvelle vague d'innovation qui demande d'être soutenue et accueillie. Ça, c'est un peu le besoin, la technologie, la vague d'innovation. Le deuxième constat que je voulais absolument clair, c'est que, en ce qui concerne la crise Covid, les vaccins et les traitements mis à disposition, je parle hyper doucement exprès pour mettre de l'emphase, les vaccins et les traitements mis à disposition par l'industrie pharmaceutique, en collaboration parfois avec des équipes académiques ou avec des biotech, mais qui font partie de cette industrie ou de cet écosystème industriel. Donc les vaccins et les traitements mis à disposition par nous, industriels, ont sauvé le monde. Point. On a la mémoire courte, on refuse de voir une certaine réalité en face, mais c'est pourtant la vérité, ce sont ces vaccins et ces traitements qui ont tout simplement sorti le monde entier de cette crise qui a coûté des milliers de milliards à l'économie mondiale en termes de GDP et alors que finalement le prix des vaccins en ce qui concerne celui d'AstraZeneca a été effectivement gratuit à zéro profit et les autres il s'agit de moins de 100 milliards sur le chiffre d'affaires total des vaccins au pic le plus absolu pour encore une fois des milliers de milliards qui ont été perdus à cause de cette crise Covid. Donc il est clair que nous sommes l'industrie qui a sorti le monde de cette crise. Et il est clair aussi que quand on a l'approche du PLFSS et de la LFSS, il y a une approche qui me semble être la question qui se pose, comment va-t-on faire des économies? C'est une approche comptable. On ne se pose pas la question de savoir comment on va financer la santé ou le soin. Le soin et la santé, ce n'est pas exactement la même chose. Heureusement qu'on met maintenant la prévention à l'honneur. Mais j'ai l'impression qu'on se pose la question, et puis spécifiquement, je pense, la direction de la sécurité sociale, qui commence en général l'élaboration économique de ce projet, se pose la question de où est-ce que je vais faire des économies. La réponse est souvent la même, du côté de l'industrie pharmaceutique. Hein, puisqu'en général, 40% des économies ou 50% des économies qui sont faites sur un PLFSS viennent des différents modes de régulation qui sont en général surexécutés, que ce soit les baisses de prix, que ce soit les remises, et maintenant la clause de sauvegarde, l'infameuse clause de sauvegarde dont on ne parle de plus et pourtant on ne va parler que de ça, et pourtant la maîtrise médicalisée, qui est un autre élément de régulation, est pour le coup sous-exécutée, la pertinence des prescriptions et des soins, et en général quand on le fait, c'est au détriment de l'innovation parce qu'on a potentiellement des délégués de l'assurance maladie qui vont faire le tour des cabinets de médecine générale pour dire surtout n'utilisez pas ce nouveau médicament qui est innovant et qui est mieux parce que par définition il est plus cher, utilisez le vieux truc. Mais ça, ce n'est pas une maîtrise médicalisée, c'est juste un refus d'innovation. Donc on refuse l'innovation à tous les étages en surexécutant des baisses, en exagérant des remises, en mettant des clauses de sauvegarde et en faisant une maîtrise médicalisée sur des médicaments qui sont nouveaux et qui apportent quelque chose. Donc tout ça me semble assez inquiétant, très comptable, et il y a besoin d'un changement culturel plutôt que de focaliser sur la comptabilité et la régulation. Il faudrait un système qui favorise l'innovation et soit un système centré sur de l'investissement plutôt que sur une approche économique, à mon avis. Et je finis donc peut-être en parlant de ce que j'ai appelé le continuum de l'innovation, ce cercle qui devrait être vertueux, et qui implique du coup notre système et les différentes agences de santé et la manière dont la vie du médicament se fait ou dont un médicament naît en France. D'abord, il y a ce sujet d'innovation, ce sujet de reconnaître l'innovation,
ce sujet de définir l'innovation. C'est un travail avec nos collègues industriels et au sein du LEM qu'on va continuer à essayer de faire avec une petite arlésienne à laquelle tout le monde a essayé de s'appliquer, c'est cet horizon scanning. Qu'est-ce qui vient dans les 5-10 prochaines années? Qu'est-ce qui va être vraiment innovant? Et quelle est finalement cette définition de l'innovation? Parce que pour l'instant, la définition de l'innovation est quasiment le monopole de la Haute Autorité de Santé à travers l'ASMR, l'amélioration du service médical rendu, et on ne peut pas avoir l'innovation qui est finalement, quels que soient les mots français que l'on peut utiliser pour la définir, caractérisée par une doctrine qui donne une ASMR, et puis en fonction de ce qu'on a, on est innovant, on n'est pas innovant. On peut être innovant avec des ASMR 5 parfois, c'est très surprenant, et pourtant, quand on a une ASMR 5, on ne peut pas être reconnu comme innovant. Donc ce monopole de la définition de l'innovation par cette doctrine me semble complètement discutable et à réviser. Donc il y a la définition de l'innovation, sa reconnaissance. Ensuite, le deuxième élément de ce cercle vertueux et de ce continuum, c'est l'accès. C'est l'accès, c'est la rapidité de l'accès, c'est l'évaluation. C'est aussi l'accès logistique, l'organisation des soins, les inégalités territoriales, et là on rentre dans le système de santé, et c'est là que je vous ai dit que je ne me permettrai pas d'aller. Il y a aussi une errance diagnostique, des fois qui peut exister, en particulier sur les maladies rares, et il y a des investissements aussi qui sont à faire pour favoriser justement le diagnostic précoce de certaines maladies. Et puis dans l'accès, la logistique et l'adoption ensuite des nouvelles thérapies, il y a aussi quelque chose qui est très dogmatique et relativement désuet, c'est la réglementation autour des relations et des interactions médecin-industrie. Où là, on est dans le monde de la suspicion absolue, on est contrôlé a priori pendant après, et le problème, c'est qu'on ne peut pas à la fois être surcontrôlé et suspecté. Il y a un moment où c'est ou l'un ou l'autre, et on devrait trouver une balance. Moi, j'ai passé 10 ans en dehors de France. Je pense que l'affaire du sang contaminé, c'est quand j'étais, je sais pas, en primaire ou au collège, on en parle encore. Le Mediator, je devais être, je sais pas, au lycée ou à l'université, et on en parle encore. Je ne sais pas combien de temps on reste avec des traumatismes comme ça en France qui nous permettent qui nous permettent pas d'avancer finalement. Donc l'accès en termes d'évaluation du médicament et l'accès en termes logistiques qui comprend aussi les relations industrie-médecin sont aussi grippés dans ce continuum qui est le deuxième grand pilier, je dirais, de ce continuum innovation-accès. Le troisième pilier est évidemment le financement. Et là, le financement, étant limité par une enveloppe, étant limité en termes de croissance, étant aussi, je dirais, mal compris, ou en tout cas le refus de la réalité entre ce qui est prévu et ce qui est réalisé. Et on va savoir en mars-avril prochain ce qui a vraiment été réalisé en 2022, et il n'y a pas de mécanisme rectificatif et correctif. Donc, s'il y avait au moins de la fluidité, une dynamique et un mécanisme de rectification, on pourrait être dans une certaine réalité, mais la croissance organique qui vient de cette vague d'innovation est complètement niée, et le niveau nécessaire de l'enveloppe, qui pourrait être basé sur une réalité qui est observée sur les années précédentes, est aussi nié. Donc à partir de là, si vous voulez, on se retrouve, encore une fois, dans un grippage du système, et donc maintenant dans la mise en place d'une clause de sauvegarde qui est tout simplement confiscatoire et qui devient une sorte d'impôt, puisque quand c'est récurrent, répétitif, parce qu'à la première boîte, on sait qu'on a déjà dépassé, on est dans la confiscation. Donc innovation, accès, financement, le sous-jacent de tout ça, c'est aussi l'utilisation des données de santé dans une vision justement de meilleure compréhension des maladies, de meilleure compréhension de l'impact de la prise en charge thérapeutique, et donc des économies aussi qui sont générées par une bonne prise en charge thérapeutique, par une bonne prévention, par un bon diagnostic précoce et par la bonne prescription de, comme on dit souvent en particulier en cancérologie, le bon traitement pour le bon patient, au bon moment, et j'ajouterais, comme je l'avais dit aussi à Cham, au bon endroit, parce qu'il y a une notion aussi d'accès territorial, d'organisation des soins, mais aussi de téléconsultation, télésurveillance, et donc il faut aussi discuter de là où sont prodigués les soins et la façon dont nous nous organisons. Donc tout ça me semble poser le sujet du continuum de l'innovation qui est donc perturbé, grippé, de ce cercle vertueux, innovation, accès, financement, soutenu par l'accès à des données de santé extrêmement pertinentes et puissantes, qui pourrait donner justement lieu à quelque chose de beaucoup plus prospectif, avec une perspective ambitieuse pour 2030, puisqu'il y a France 2030 et Santé 2030. On investit
surtout là où ça peut faire du bruit, c'est-à-dire aller dans la rue. Vous n'avez jamais vu les industriels de la pharma dans la rue pour râler. Donc, du coup, c'est là qu'on va faire des économies parce que je pense que c'est aussi plus simple de le faire ainsi. Mais malheureusement, ça va à l'encontre de l'attractivité du pays, ça va à l'encontre de la recherche, ça va à l'encontre de la santé publique, ça va à l'encontre de ce dont les patients ont besoin. Et pourtant, il y a évidemment des voies de sortie dont j'espère que nous allons discuter et parler. On pourrait revoir et différencier des modèles économiques, des archétypes de différents médicaments. On a le financement, on a les principes doctrinaux d'évaluation, on a les principes de régulation. On ne peut pas faire la même chose pour de l'innovation, pour des médicaments rares, pour des médicaments plus matures, pour des médicaments génériques, pour des vaccins, pour des antibiotiques. Il faut voir ces cas selon des modèles économiques différents et selon, encore une fois, donc des principes de financement, d'évaluation et de régulation qui pourraient être différents. Ça, c'est pour donner une idée de discussion, parce que je ne voulais pas faire, comme on dit en anglais, doomsday, à dire que tout ne va pas et que tout est grippé. Mais encore une fois, il est triste de voir qu'en France, ce continuum vertueux de l'innovation, malheureusement, ne fonctionne pas et n'est pas aussi fluide qu'il devrait être pour le bénéfice de tous. Donc j'espère qu'on va réussir ensemble à mettre de l'huile et à avancer d'une manière qui sera beaucoup plus ambitieuse finalement, avec une perspective à 2030. Voilà, peut-être que je m'arrête là, Olivier. J'espère que ça aura donné ou posé le sujet et puis qu'on va avoir une bonne discussion. Merci beaucoup, Olivier, pour ce propos liminaire qui est courageux, qui permet de poser les diagnostics qui comptent, en particulier dans cette espèce de vision perpétuellement comptable sur lequel on bute en permanence avec comment dire, on a même l'impression que trouver des solutions intelligentes, quelquefois, c'est difficile à faire dans les rapports qu'on peut avoir avec le politique ou avec l'administration. Et c'est vrai qu'il faut vraiment appeler un changement de paradigme pour prendre en compte ces différentes questions et changer les esprits, parce que on ne pourra pas se permettre dans un pays comme la France de prendre 10, 15 ans, 20 ans encore de retard sur l'accès à l'innovation par rapport à la thérapie génique, par rapport à un certain nombre de sujets, qui sont des sujets sur lesquels, à force d'avoir utilisé des modèles anciens et de ne pas avoir de vision, je dirais, de curiosité et de vision prospective, eh ben, on passe à côté des grands choix. Et le choix de la bioproduction, on essaie de courir après. On essaie de courir après l'indépendance stratégique en ce qui concerne le médicament, même mature. Il y a eu un excellent article dans lequel, d'ailleurs, tu as intervenu dans Le Monde très dernièrement, qui pose ces différentes questions. Et donc, voilà, je pensais que c'était vraiment un sujet sur lequel il fallait qu'on se mette vraiment à travailler et qu'on travaille avec on va dire avec un esprit ouvert. C'est-à-dire qu'on ne peut plus se permettre de dire simplement la question du médicament, la question des médecins, la question des pharmaciens. Il va falloir qu'on arrive à créer des melting pots. Parce qu'il y a des offres de cure qui sont dépassées, dans le care, il y a des choses qui arrivent, dans One Health, il va y avoir des choses qui vont être des choses absolument fabuleuses à prendre en compte. Et donc, cette révolution intellectuelle, il faut qu'on la fasse, et je pense que les industriels sont bien placés pour pouvoir la porter. Alors, on va maintenant prendre les questions. Donc, n'hésitez pas à utiliser votre petite main. Vous savez, la petite main que vous avez en haut dans votre barre d'outils, pour signaler ceux qui veulent poser des questions. Donc, et je vous passerai la parole tout de suite. Alors, est-ce qu'on a des... Voilà. Ben, ça, c'est l'agilité de Neil. Younes, je te passe la parole tout de suite, tu peux mettre ta caméra. Tu te présentes, bien sûr. Merci, Olivier. Bonjour monsieur, merci beaucoup pour votre présentation. Ma question, elle va être très simple et très courte. Au regard des constats que vous posez, qu'est-ce qui vous maintient en France encore? Ce qui nous maintient en France, c'est alors. J'en suis pas là, évidemment. C'est-à-dire que qui va sortir complètement de France, qui maintient en France,
c'est tout simplement une mission de santé qui est celle de tous, et on ne va pas dire, ça on arrête de mettre des médicaments en France, ce serait complètement exagéré. C'est aussi un écosystème scientifique, entrepreneurial, clinique, qui est absolument fabuleux en France. Je veux dire, il y a, et d'ailleurs, c'est pas pour rien que AstraZeneca, par exemple, en France, a une centaine d'essais cliniques en collaboration avec des académiques. Je veux dire, la médecine génomique est aussi née en France et est un élément extrêmement important. Donc, il y a une espèce de terreau intellectuel, d'expertise, d'idées, d'entrepreneuriat absolument fabuleux. Le congrès de Vegas sur le digital en santé et les biotech, je crois que la France a été représentée par le plus de nombre d'entrepreneurs. Et puis, il y a aussi une volonté, en tout cas, une volonté affichée des pouvoirs publics et de ce gouvernement à faire évoluer les choses. Et en particulier, il y a une réforme de l'accès précoce qui a été et qui reste extrêmement positive. Un accès précoce, autrefois autorisation temporaire d'utilisation, qui est né très tôt en France et qui a fait beaucoup justement pour l'innovation et les patients, qui ensuite, encore une fois, s'est grippé parce qu'en France, du coup, quand on fait quelque chose de bien, après, ça devient complexe. Donc, heureusement, on en a fait une réforme qui semble mieux, mais il y a encore des choses à faire. Donc, il y a quand même énormément de choses positives. Donc, je suis désolé si j'ai semblé particulièrement négatif, mais encore une fois, le terreau intellectuel, clinique, scientifique, l'accès précoce d'un point de vue réglementaire et puis l'entrepreneuriat et le vivier et l'écosystème extrêmement dynamique et vivant de start-up, de biotech, d'innovation digitale, la disponibilité, même si l'accès est difficile, mais la disponibilité des données de santé, tout ça, ce sont des facteurs clés de succès que la France malheureusement ne maximise pas, mais qui existent et qui nous retiennent en France. Justement, dans ce sens, les différentes mesures qui ont été prises, en particulier la création de l'Agence de l'innovation en santé, qu'est-ce que tu en attends? Comment tu vois le projet de Lisa Alter et la feuille de route qu'elle a présentée très dernièrement? Alors, le projet, enfin, déjà, la création de l'Agence de l'innovation santé sur une base interministérielle qui regroupe justement la recherche, l'industrie et la santé est quelque chose de remarquable, qui est, je pense, attendu et qui est une très bonne nouvelle. Je crois que la nomination de Lisa Alter aussi en est une autre. C'est une femme experte et pragmatique, ouverte et ferme à la fois. Je crois qu'elle a montré en présentant plusieurs fois sa feuille de route maintenant qu'elle sait bien où elle va et en même temps est en ce moment, j'ai l'impression, en train de faire le tour de différents acteurs du monde académique, public, privé, etc. Et donc cette quelque part diabolisation parfois de la relation publique-privée, je pense que ça ne fait pas partie justement de sa culture ou de son logiciel. Donc tout ça sont des bonnes nouvelles. Je crois qu'il lui est donné aussi une tâche extrêmement difficile parce que tout le monde attend beaucoup d'elle avec différents angles et différents objectifs. Donc il faut que on ait aussi, nous, l'esprit ouvert sur ce qu'elle va pouvoir faire et ne pas pouvoir faire, sur ce sur quoi elle va pouvoir se focaliser au début et pas. Une chose peut-être qui m'inquiéterait, c'est que il y a la gestion de cet investissement et de ce budget de 7 milliards de France Santé dans la partie France 2030. Et ces 7 milliards, j'avoue que j'ai un petit peu du mal à les comprendre. Ils me semblent un peu saupoudrés. Je les ai notés là parce que je voulais 1 milliard de soutien, soutien transverse à la recherche. Politique de site, attractivité des chercheurs, infrastructure. Bon, 500 millions, soutien transverse à la maturation de technologies et aux essais cliniques. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Il y a 800 millions sur accélération de la bioproduction, 550 millions en numérique, 750 millions en maladies infectieuses. Bon, ça me paraît être intéressant comme sujet, mais j'avoue que je suis curieux de savoir comment tout ça va se transformer. C'est pas facile pour elle, je pense, de gérer ça. Il y a quand même beaucoup de sujets qui sont posés là, avec beaucoup d'argent. Et surtout, je me demande quelque part, et elle me dira peut-être, ou vous me direz peut-être, ça n'est pas l'objet, mais combien de médicaments vont sortir de ces 7 milliards et demi, ou combien de solutions thérapeutiques ou de progrès pour les patients vont sortir de ces 7 milliards et demi. Moi, je peux vous dire en janvier 2023 que l'engagement d'AstraZeneca, par exemple, dans le monde, c'est de sortir 20 nouveaux médicaments d'ici 2030. Relativement simple. On en a fait 12 dans les 10 dernières années, mais je veux dire, la tâche n'est pas simple, mais le propos est simple. Ce qui est derrière les 7 milliards et demi me paraît pas très simple.
Donc voilà, mais je vois ça de manière extrêmement positive, avec beaucoup de respect pour l'enjeu qui est donné, et j'espère qu'elle va être mise en situation de succès. En tout cas, nous, je ne me permets pas de parler au nom de tout le secteur, mais un petit peu quand même, parce qu'on est tous assez d'accord sur ça. On est à disposition pour être constructif et travailler avec elle et faire en sorte qu'elle soit successful, justement, parce que c'est de l'intérêt de tous. Très bien. Michel, je te passe tout de suite la parole. Michel, tu m'entends? Oui, j'entends. Oui. Voilà. Bonjour, je suis Michel Soupayel, je suis consultant. La question, c'est comment peut-on expliquer que l'industrie de la santé, qui était il n'y a pas très longtemps considérée comme un exemple d'efficacité, qui avait une forte capacité d'expatriation, soit devenue, du point de vue et à la fois de l'opinion publique et à la fois des pouvoirs publics, un vilain canard, et que l'on affuble du nom de Big Pharma, voilà. Alors, j'ai pas la réponse à votre question, monsieur. Je ne sais pas quoi vous dire. Je partage le constat. L'académique, c'est vertueux. Le biotech, c'est sympathique. Et le pharma, c'est méchant. Il y a des changements culturels un peu à faire. Alors, pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il y a eu aussi des écarts. J'ai vu un commentaire, effectivement, sur le Mediator. Je veux dire, ce ne sont pas des petites affaires, hein. Ce ne sont pas des petites affaires, ce ne sont pas des petits sujets, ce ne sont pas des petites conséquences. Donc, effectivement, tout n'est pas rose, tout n'est pas le fleuve tranquille. Et puis, c'est une industrie aussi qui financièrement a beaucoup de moyens, effectivement, qui réinvestit aussi dans la plupart des grands laboratoires pharmaceutiques 25% de son chiffre d'affaires dans la recherche, ce qui fait que 50% de la recherche mondiale est faite par des fonds industriels. Dans les 50% qui restent, il y a toujours des collaborations industrielles. Il est intéressant aussi de voir qu'en France, 70%, plus de 70% de l'investissement dans la recherche est fait par l'industrie. Je pense qu'une partie de votre réponse est sans doute la clarté, la transparence et la communication. C'est ce qu'on essaye de faire aujourd'hui avec Olivier, où je pense que aussi nous avons vécu un peu pour être heureux, vivons cachés. On a peur de se prendre un peu des claques quand on parle, parce qu'on va nous opposer effectivement des profits ou des affaires. C'est ce que j'essaye de ne pas faire là, en me mettant à votre disposition et en étant aussi transparent que possible. Pas tendre l'autre joue et se dire qu'on va pas vivre mieux si on est caché. Donc on va essayer d'expliquer ce qu'on fait, d'expliquer nos métiers, d'expliquer aussi notre mission, d'expliquer aussi notre passion, parce que faut pas nous prendre pour des marchands de tapis. On est tous des gens qui avons des formations et des histoires scientifiques ou proches des patients, et ce qui nous motive le plus justement, c'est à la fois la science et comment la science peut apporter un progrès à la société et aux patients, et au-delà des patients, aux citoyens, puisque, encore une fois, on est dans la prévention. Donc nous, on sera soutien de ça, on essaiera d'être le plus clair possible pour ça, et on répondra aux questions qui nous sont posées. Quand on pense qu'on ne fait pas bien, il faut qu'on puisse aussi expliquer ce qui se passe. Donc je n'ai pas une super réponse à votre question, hein, mais voilà, j'essaie de vous dire comment on peut essayer d'approcher les choses juste par le fait de se mettre à disposition pour en parler. Merci. Jean-Jacques Zambrowski. Le temps de rebrancher. Bonjour, j'enseigne la politique et l'économie de la santé et je suis aussi le président de la Société française de santé digitale. Il y a 25 ans, un peu plus de 25 ans, un Premier ministre qui s'appelait Alain Juppé, il s'appelle d'ailleurs toujours Alain Juppé, a imaginé la loi de financement de la sécurité sociale parce qu'on avait un déficit qualifié à l'époque d'abyssal. Aujourd'hui, le déficit est ce qu'il est, mais on continue de faire voter par nos parlementaires annuellement une loi de financement de la sécurité sociale dont les chiffres doivent être bouclés à la fin de l'année, ce qui interdit de fait tout investissement de long terme, aussi bien de la part des nouveaux moyens thérapeutiques que par exemple de la télémédecine, puisque vous en avez parlé et qu'on en a parlé à Cham, ou de toute autre politique sur le moyen et long terme. Quelle serait votre suggestion, si vous en avez une, qui permettrait d'une part, à la sécurité sociale de savoir ce qu'elle peut imaginer dépenser dans le courant de l'année qui va venir, car elle doit évidemment avoir une prévision et de recettes et de dépenses, mais d'autre part, de véritables investissements qui permettraient de changer, transformer dans la réalité notre système de santé et aux industriels de s'implanter valablement.
Alors, merci déjà de la clarté de votre question et de votre commentaire. Et je vous remercie de me faire confiance en croyant que je pourrais avoir une réponse à cette question. Je vais essayer de proposer quelques idées. Je n'ai pas la prétention de résoudre tout le système, mais la question que vous posez est tellement éminente qu'il faut qu'on s'y attelle tous et tout de suite. Je vous ai parlé de différents modèles économiques. Moi, j'y crois à ça. Je crois que quand on a un médicament donc dit innovant, c'est-à-dire qu'il va apporter quelque chose de plus que ce qui existe déjà, que ce soit sur la tolérance, que ce soit sur l'efficacité, évidemment, idéalement, que ce soit aussi sur la facilité de prise, le confort du patient. Il y a plein de choses qui peuvent être qualifiées d'innovants. Donc, je pense qu'on a un petit sujet sur la définition de l'innovation, vous l'avez bien compris. Donc, je pense qu'il faut établir différents, j'ai appelé ça des archétypes. Ce médicament innovant qui va servir une large population ne pourra pas avoir le même prix que celui qui va être pour 100 patients. Donc il y a un sujet. Il y a un sujet aussi du médicament qui apporte quelque chose qui va être pour des populations plus petites, des maladies rares comme on appelle ça. Il va y avoir aussi des médicaments génériques qui sont complètement au plancher et dont les marges justement sont quasiment négatives, ce qui explique un certain nombre de pénuries. Il y a aussi des vaccins qui sont des médicaments finalement de prévention et toute la médecine de prévention. Il y a la médecine de soins de support qui soit sont pour de la symptomatologie, soit qui sont justement pour contrecarrer des effets secondaires, même provoqués par des médicaments. Donc on a les soins supports. Et puis on a aussi l'antibiotique qui, dès qu'on le sort, on le met dans sa poche très vite pour surtout ne pas l'utiliser, de manière à ne pas provoquer des résistances. Et ça, c'est un modèle économique qui est complètement différent. Donc si on arrive déjà à... Est-ce que je peux me permettre d'ajouter une catégorie de médicaments que vous avez oublié dans d'autres très très belles? Ce sont les médicaments, par exemple, de thérapie génique. Je ne sais pas si votre firme y est spécialisée. J'ai mis un peu innovant, oui. Non, mais pourquoi? Parce que voilà des médicaments qui vont complètement modifier le reste de la vie d'un patient plusieurs années, et on imagine qu'ils doivent être amortis dans l'année qui suit, ce qui n'a aucun sens. Vous avez absolument raison. Les médicaments, on va dire, à prise unique qui transforment. Voilà. Absolument. Vous avez tout à fait raison. Donc, vous voyez, j'ai pas encore une fois moi-même toute la panoplie. Il faut le faire à plusieurs pour justement pas laisser de trous dans la raquette comme je viens d'en laisser un. Absolument essentiel. À partir de là, une fois que vous avez posé justement et défini à quoi ressemblent tous ces archétypes, je n'ai pas la réponse, mais la question c'est quelles sont les sources de financement? Et donc, évidemment, la question est que la sécurité sociale doit tout prendre en charge? Et s'il n'y a pas que des sources de financement de la sécurité sociale, quelles sont-ils? Quel est le rôle des mutuelles? Est-ce qu'il y a des fonds privés qui vont justement permettre de financer ça? Quel est le rôle aussi, et là je vais dire un mot tabou en France, de la participation des patients à cet effort-là? Il faut tout mettre sur la table en termes de sources de financement. Vous avez raison. Et si je me mets à la place du gouvernement, c'est beaucoup de dire du gouvernement, c'est un peu généraliste comme truc. Tout le monde leur demande de l'argent aujourd'hui. Je veux dire, il suffit d'allumer la télé, qui ne demande pas des investissements et de l'argent. Mais donc, je pense qu'il faut archétyper les choses, des différents modèles économiques. Il faut prendre la réalité de ces modèles économiques pour mettre en face des sources de financement qui ne pourront pas être que publiques, sécurité sociale. Et il faut aussi, encore une fois, mettre en face des principes doctrinaux d'évaluation qui ne sont pas les mêmes. Quand on met en cancérologie une ASMR 3, qu'à partir du moment où on va montrer 6 mois de survie globale, alors qu'on est sur des thérapies qui vont montrer de la survie globale à 8 ans parce qu'on arrive à prendre le cancer plus tôt, on ne peut pas avoir ce type d'évaluation-là. Donc, il faut revoir justement la doctrine pour certains médicaments et il faut aussi revoir les mesures de régulation parce que quand on est un générique qui est au plancher, on ne peut plus être dans l'équation de je vais faire baisser les prix des anciens pour faire rentrer les nouveaux, ça ne fonctionne plus. Donc, donc je suis très partisan de ces 3 sujets, la source de financement, la doctrine d'évaluation, les mesures de régulation, différenciées pour les différents archétypes dont on vient un petit peu de parler et que l'on pourrait mieux définir. C'est comme ça que je le vois. Le dernier point, et je crois que je l'ai vu cité dans la conversation, c'est la pluriannualité. Et la possibilité justement de se dire, la clause de sauvegarde, c'était fait pour quoi au départ? C'était fait pour, oulala, s'il y a un problème qu'on n'avait pas prévu, on a une sauvegarde, justement. C'était pas fait pour être structurel, en fait. Donc, il faut pouvoir avoir des mesures rectificatives quand on se rend compte que la réalité N-1 passée n'est pas exactement celle qu'on avait prévue. Donc, je pense qu'aussi, il faut avoir cette notion de pluriannualité et de rectification, de vision dynamique un peu des choses, en plus du modèle que je viens de vous proposer d'archétypes et de doctrines différentes et de sources de financement différentes. Je ne sais pas si ça répond à votre question, mais
Voilà comment je… Ça répond, en tout cas, c'est votre réponse et merci. Oui, voilà. Bon. Non, est-ce que vos partenaires, est-ce que le gouvernement, les autorités, les pouvoirs publics, la sécurité sociale sont prêts à imaginer sortir du cadre qui leur est familier depuis 30 ans? Savons-nous innover là aussi? Moi, je ne sais pas répondre à cette question. Encore une fois, là, je me remets quand même aussi à ma place. Hein. Je suis l'acteur que je suis. Je vais vous donner mon avis personnel. Je pense que non. Il n'y a aucun signe qui montre que c'est le cas. Mais comme je suis un optimiste invétéré, j'espère que oui. Et c'est pour ça qu'on fait aussi ce type de café, pour se dire, bah voilà, nous, on est là pour discuter et se mettre autour de la table. Un des problèmes du PLFSS 2023, c'est qu'il n'y a pas eu de concertation. Donc sans concertation, on ne peut pas se mettre d'accord, forcément. Hein. Merci aux deux, Olivier Martin. Merci, c'est monsieur. justement une question que je voulais te poser, c'est la construction de la loi. Ouais. Parce que la pluriannualité est une condition qui est importante. Comme le dit Séverine Coquerel, l'article 54 ouvre à ça, justement sur des thérapies qui sont à administration unique, mais qui vont avoir un effet toute la vie. Et on pense bien entendu à la thérapie génique, on pense à des produits qui étaient des produits merveilleux, qui malheureusement n'ont pas pu avoir accès en France, des produits comme Zynteglo par exemple, dans le traitement de la bêta-thalassémie. C'est vrai que vouloir faire sur une période courte la prise en compte de l'intégralité des coûts est quelque chose qui ne se comprend pas, puisqu'on va changer l'espérance de vie des gens, on change les paradigmes. Mais il y a aussi quelque chose qui me semble important, c'est cette construction de la loi. Comment peut-on faire? Est-ce que tu as des solutions là-dessus pour pousser à ce que la concertation ne soit pas une concertation intra-administration 14 Ségur, pour être au contraire une large concertation? Parce que si on fait de la pluriannualité, il faudra faire des lois de programmation. On ne pourra pas rester sur quelque chose en se disant, il faut dire à 5 ans on veut ça. Mais pour obtenir ça, il va falloir qu'on consulte les acteurs. Quelles sont les conditions qui seraient nécessaires à cette co-construction? Encore une fois, hein, j'ai un avis, des idées, mais pas de solution. Hein. Je veux vraiment toujours faire ce propos liminaire pour expliquer que je ne suis pas en train d'essayer de penser que je détiens une vérité générale. En revanche, ce qu'on nous a dit, c'est qu'il y a une lettre de mission ministérielle qui doit arriver pour un travail sur la refonte du financement et de la régulation du médicament. Moi, c'est ça qui m'inquiète, parce que j'aime bien quand on annonce ça, mais quand ça fait 3 mois qu'on ne le voit pas, moi j'ai l'impression qu'on nous mène un petit peu en bateau. On dit, tiens, on va leur donner en disant, ouais, vous inquiétez pas, on va en parler, et puis on est en février, quoi. Donc en avril-mai, la DSS va commencer à replancher sur l'équilibre économique comptable. Et puis on va recommencer, et puis on va encore se disputer. Bon. Donc moi personnellement, je n'ai pas de solution tant que je n'ai pas vu, ou tant qu'on n'a pas vu, cette lettre de mission sur un sujet prometteur. La réponse à ta question, elle est là. J'ai l'impression qu'il y a cette volonté qui existe. Elle a été nommée. Où est-elle? On a une question suivante je pense que c'est Jacques Bonte. Mais je me trompe peut-être de prénom, mais comme il n'est pas précisé. Bonjour Olivier et Olivier. Vous parlez de pluriannualité, vous parlez du financement. Moi, il y a un truc qui me turlupine, c'est depuis des années et des années, on a des plans, le plan cancer, le plan machin, le plan truc, le plan Alzheimer, et ainsi de suite. Ouais. À chaque fois, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de notion de financement dans ces plans. Et est-ce que vous ne pensez pas, ou est-ce que vous, en tant qu'industriel, je vais prendre comme ça, est-ce que vous, en tant qu'industriel, vous ne seriez pas discuter avec les pouvoirs publics, et en particulier avec le politique, là, de faire des choix en disant, voilà, la mortalité en France, c'est 1, le cancer, 2, les maladies cardiovasculaires, qui est même la première source de mortalité chez les femmes aujourd'hui, 3, c'est ceci, 4, c'est cela. OK, on ne peut pas tous payer, et on part sur une loi de programmation avec des objectifs très clairs à 5 ans, par exemple, et on met les moyens. Et on met les moyens là-dessus. Et là, du coup, ça
ça prend en compte à la fois l'innovation thérapeutique et les changements thérapeutiques, ça prend en compte des changements d'organisation probablement, ça prend en compte un certain nombre de choses. Voilà. Quelle serait la position d'un industriel sur une perspective de ce type? Alors, moi, personnellement, très positive, donc je ne vais pas vous paraphraser, hein. Je pense que vous décrivez les choses d'une manière qui est attrayante et intéressante. La seule chose que je rajouterais sur peut-être votre proposition et votre idée, c'est la mesure, c'est l'évaluation, c'est l'acceptation, je vais dire un mot grossier, hein, l'acceptation d'une sorte de retour sur investissement. C'est-à-dire que le fait d'avoir protocolisé, pris en charge une maladie, une situation d'une certaine façon, que ce soit par l'innovation dans l'organisation, l'innovation thérapeutique, l'innovation diagnostique, l'innovation dans l'imagerie, dans le matériel, quelles que soient les choses que sur lesquelles on aurait investi, il faut pouvoir évaluer ce que ça nous a apporté. Et l'utilisation de certains médicaments génère effectivement des économies. Il y en a un qu'on a évalué, dont on a évalué l'impact économique positif sur 10 ans dans la maladie rénale chronique parce que ça retarde l'accès à la dialyse, ça diminue la mortalité, ça fait que moins de patients passent en maladie rénale avancée qui demandent potentiellement des greffes. Tout ça, ça a un coût. Il y a aussi les coûts qu'on a aussi du mal à vouloir dégreffer parce que c'est aussi un business, c'est le coût des transports à l'hôpital. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on peut évaluer en médico-économie. Et donc, à partir du moment où on fait ce que vous dites, et puis qu'après on dit bah, ça a généré un certain nombre d'économies, ça a sauvé un certain nombre de vies, ça a fait de la productivité, ça, voilà. S'il y a cette analyse médico-économique qui est derrière, ça permet de se dire bah, voilà tout ce qu'on a économisé, pardon, ça devient finalement le réinvesti et le budget d'après. Voilà. Et si on arrive à avoir ça, bah, moi je trouve ça vraiment bien. Ouais. Sachant qu'on a quand même, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, on a les bases de données absolument, une puissance absolument impressionnante pour mesurer ça et suivre ça. On a un existant, on peut se fixer des objectifs et mesurer l'atteinte des objectifs. Je crois qu'on a à peu près tous les ingrédients. Hein. Il n'y a plus que la volonté. Sauf qu'il faut 15 à 18 mois pour avoir accès à des données SNDS, par exemple. Et puis en plus, on n'a que du rétrospectif, on n'a pas du dynamique prospectif, ce qui est déjà pas mal hein, d'avoir du rétrospectif. Mais le problème, c'est que on a les données un an après, on met 15 mois à les… là. Donc, avoir une mesure dynamique des choses, on n'en est pas encore là, mais on pourrait. Non, c'est clair. Merci. Alors, justement, ça m'évoque une question tout de suite. Il y a une initiative que tu as prise qui est celle d'Agoria, je crois. Oui. Qui est celle de la création de bases de données et tout ça. Comment dans la contribution à l'innovation et en particulier à sa meilleure diffusion et puis à sa meilleure connaissance aussi, parce que il faut quand même imaginer que le politique a certainement beaucoup de conseils et de gens qui l'entourent et lui apportent des informations, mais prendre en compte la thérapie génique qui est un nouveau paradigme par rapport aux médicaments, dans toutes ces dimensions de recherche, ces dimensions de financement et tout ça, c'est pas simple. C'est pas parce qu'on est sorti de l'ENAC d'un seul coup, on est capable de pouvoir voir les choses comme ça. Comment on peut, justement, avec des outils comme Agoria, apporter des éléments d'information, des éléments de compréhension pour ceux qui prennent les décisions? Oui. Alors, Agoria Santé, c'est un projet d'Ocapost, la filiale numérique de la Poste, hein, qui en est le chef de file, dont AstraZeneca est un membre fondateur avec Impact Healthcare de Jean-Yves Robin. Donc, tous les trois, on a fondé ce consortium de santé et donc qui est devenu aussi un entrepôt de données de santé. Le laboratoire Takeda nous a rejoints. D'autres laboratoires sont en train de finaliser leur contrat pour nous rejoindre aussi. Des fournisseurs de données de santé, des laboratoires de biologie, des registres académiques vont aussi rejoindre le mouvement. Et donc l'objectif est absolument l'ouverture. Hein. Ce n'est pas un projet d'AstraZeneca, hein. C'est un projet auquel AstraZeneca a contribué et a été fondateur, mais c'est un projet dans lequel AstraZeneca, à l'image d'un autre projet aussi qu'on a commencé à porter, qui était la coalition Innovation Santé, au bout d'un moment, une fois que les projets comme ça sont démarrés, nous, on prend une position de membre parmi les membres.
on a été fondateur et instigateur, et on attend donc que tout le monde rejoigne, parce qu'on a ce discours hein, dans notre milieu, il faudrait se mettre tous autour de la table pour les données de santé, etc. Et puis, quand c'est le moment de le faire, on a un petit peu de mal. Mais on est un des 4 entrepôts de données de santé à avoir justement cette autorisation CNIL qui nous permet d'avoir du SNDS FIS et donc faire des appariements avec les données de santé qu'on pourrait apporter. Nous, on met dans Agoria nos données d'accès précoce. Justement, dans le cadre de la réforme de l'accès précoce, on a des registres extrêmement intéressants de vraie vie. Et donc, Agoria, justement, en faisant l'analyse du parcours finalement du patient grâce au SNDS, où on a finalement les étapes, on n'a pas les résultats des diagnostics, des traitements, etc. Mais on a justement le parcours du patient que l'on peut apparier avec une donnée, on va dire, diagnostique et thérapeutique. Ça peut nous donner vraiment des informations extrêmement intéressantes sur justement l'impact dans la vraie vie d'une prise en charge thérapeutique, d'une prise en charge organisationnelle, de l'histoire naturelle de la maladie aussi pour des gens qui n'auraient pas eu cette prise en charge et dont on peut modéliser justement la progression grâce à ces bases de données et à des outils d'intelligence artificielle. Ça va donc pouvoir apporter énormément de réponses, mais je dirais un peu a posteriori, c'est-à-dire qu'on va faire des choses et puis mesurer quelques temps après. Donc l'accélération justement de ce temps est absolument essentielle. Agoria permet d'accélérer parce que justement, une fois qu'on a mis le temps d'avoir une base de données FIS dans Agoria, on a la possibilité de l'avoir renouvelée chaque année pour 5 ou 10 ans, je crois. Et donc, ça permet de ne plus avoir à refaire cette demande, justement, puisqu'on a cet agrément CNIL. Et donc, voilà, donc c'est comme ça aussi qu'on accélère les choses par l'échelle, parce que plus on va utiliser quelque chose sur une base de données thérapeutique d'une indication donnée, plus on va pouvoir aller vite. Mais il y aura toujours un petit peu ce démarrage qui se met en place. Donc, ça répond un peu, j'espère, à un besoin comme celui que tu décris, mais ça ne répond pas aux besoins de monitoring en continu, dynamique. Et là, il faut encore qu'on fasse des progrès sur ce qui arrive aujourd'hui, plutôt que de regarder ce qui a été fait et ce que ça voulait dire par rapport à hier, même si c'est quand même, ça informe le futur, évidemment, hein, mais c'est déjà un gros progrès. Donc, Agoria Santé Consortium, qui est ouvert à tous les apporteurs de données, les industriels, les académiques qui veulent s'y joindre. Alors, en parlant académique, on a une prochaine question de Gérard Dubois. Gérard, je te passe la parole. Bonjour, merci de votre présentation. Donc, c'est vrai, je suis membre de l'Académie de médecine, mais j'ai passé 10 ans aussi à la Caisse nationale d'assurance maladie, mais il y a déjà un certain temps. Alors, je voudrais vous confirmer une chose. Je suis un spécialiste tabac-alcool et j'ai fait des interventions publiques sur tabac et de manière invariable, il y a toujours quelqu'un dans l'assistance qui dit « et il y a aussi l'industrie pharmaceutique ». Et je passe 10 minutes à expliquer que le tabac est fait pour tuer, que les médicaments sont plutôt faits pour guérir. Voilà. Et qu'au moins l'objectif initial n'est pas le même, mais ça demande un certain temps et je suis toujours surpris de voir que ça apparaît. Alors, aucune industrie n'est parfaite, donc ça aussi, ça fait partie de ma réponse. C'est pour ça qu'il y a des règles et qu'on demande de ne pas dépasser les lignes et que certains les dépassent et ça fait des scandales. Voilà. Mais que ça n'est pas forcément une règle générale, même si dans les systèmes financiers, il y a toujours des tentations et c'est le rôle de la société, du gouvernement, de l'administration, d'établir des règles. Voilà, je tenais quand même à indiquer ce point. Et cet apparentement, avec l'industrie du tabac, qui pour moi est le pire de ce que l'on peut imaginer, est quelque chose qui est à la fois injuste, mais qui est dans l'esprit des gens et qui est parfois un peu plus difficile à analyser. Alors, si j'ai demandé la parole, c'est que plusieurs fois, des cours de ces réunions et aussi d'autres, je vis avec l'idée que souvent on présente deux types d'économies, l'économie administrée de type soviétique et qui finit toujours par couler parce qu'une administration est incapable de manière constante de mettre en face d'une demande une offre. Bon. Et il y a toujours des demandes qui n'ont pas d'offre et donc ça crée des marchés parallèles et ainsi de suite et un système qui finit par se déliter, une administration qui grossit de manière infinie, là suivez mon regard,
et qui finalement ne peut pas contrôler réellement la réalité de l'ensemble du système. Et on voit le Titanic de la santé en France passer du premier rang au 16e rang et en train de couler majestueusement. Le système de santé vit en économie administrée parce que le système libéral ne lui est pas applicable. Je parle là économiquement libéral, puisque, un seul chiffre, moins de 5% des assurés une année donnée consomment 50% des dépenses de soins et chacun va finir par rentrer dans ces 5%, mais une année donnée, il n'y a pas 5% de la population française capable de payer 50% des dépenses de santé. Donc, il y a une mutualisation obligatoire. Et donc, cette mutualisation obligatoire fait que, même s'il y a des places, petites places pour l'économie de marché, on voit très bien que même cette économie de marché a des limites. Il suffit de regarder le prix de l'électricité actuellement. On est dans la stupidité la plus profonde. Et on peut aussi, il peut exister des accords illégaux, etc. Le discours du président de la République, je l'ai écouté avec attention, je l'avais même enregistré, je l'ai écouté une deuxième fois, il y a un mot qui apparaît. Et c'est un mot qui n'a pas été repris par les médias, qui ont tous repris. On retourne au service. En ce qui me concerne, je trouve que c'est une bonne chose. On va mettre un duo à la tête des hôpitaux. Alors, je vais prendre une référence de haute volée intellectuelle, c'est Astérix, où dans Astérix, dans les bandes dessinées, on parle d'un triumvirat à deux. Et les triumvirats ont toujours conduit à des empires. Et les duos ont toujours conduit plus rapidement à des empires. Et donc, ça va créer une querelle dont on se demande qui va gagner. Et assez rapidement, on sait très bien qui va gagner. Et donc, ça ne me paraît pas obligatoirement les modalités essentielles. Le mot dont je voulais parler, c'est contrat. Et donc, le mot apparaît avec une grande prudence vers la fin du discours. Il est préparé par quelques phrases. Mais cette politique contractuelle, c'est la troisième possibilité. Qu'on cite assez rarement, mais souvent on l'élimine parce qu'on se demande si l'administration est capable de contracter en dehors de faire des contrats léonins. C'est-à-dire on présente un document et on dit vous n'avez plus qu'à signer en bas. Un contrat, c'est des objectifs, des moyens, un financement, une évaluation. Alors, est-ce que cette opportunité qui apparaît, elle m'a semblé apparaître de manière très douce, mais elle est présente. Le mot est présent dans le discours. Et pour moi, ouvre une porte. On ne sait pas très bien ce qu'il y a derrière la porte. Qu'est-ce que c'est qu'un contrat? Au niveau libéral, on sait ce que c'est. Au niveau de l'administration, qu'est-ce que ça veut dire? Comment on peut opérer une politique contractuelle dans le domaine de la santé? À quel niveau? Au niveau de l'hôpital, au niveau des services, au niveau des professions de santé. Et là, c'est un élément important. Pour moi, les unions régionales de santé, notamment, étaient un élément qui aurait pu être un de ces vecteurs des contrats de santé. Voilà. Et donc, éventuellement, dans les discussions qui peuvent avoir lieu au niveau de l'industrie pharmaceutique de votre entreprise ou de manière plus collective, est-ce que cette notion de contrat, éventuellement, est pour vous une opportunité ? Une question extrêmement intéressante. Je vous remercie aussi de votre propos. Alors, juste, je fais une petite parenthèse parce que j'ai l'impression que vous m'avez pris pour un dérégulateur néolibéral, mais ça n'est pas du tout le cas. Je suis très content qu'il y ait des règles, qu'on les respecte, qu'il y ait un cadre, qu'il y ait aussi une culture en France de solidarité nationale qui doit être absolument soutenue, respectée. Ce que je challenge, en fait, même si ce n'est pas un mot très français, c'est la rigidité en fait des choses et le fait qu'il y ait à la fois, encore une fois, un mélange de contrôle-régulation et suspicion-précaution. Et je trouve que cet équilibre-là est mal fait, mais je suis tout à fait conscient, respectueux et favorable à l'existence de règles dans notre domaine, à commencer par celles de prix réglementés qui font que pendant l'inflation, les industriels n'augmentent pas leurs prix, puisque ça ne se fait pas comme ça, comme pour d'autres secteurs d'industrie hors de la santé. Donc c'est très bien que nos prix soient régulés de manière que dans des situations de crise comme celle que l'on vit aujourd'hui, il n'y ait pas une flambée des prix des médicaments. Donc on est, je pense, tout à fait d'accord sur ce constat de la nécessité d'avoir des règles et de les respecter. Sur la partie contrat,
j'ai du mal à répondre parce que je ne vais pas vous répondre sur le système de santé hospitalier, etc., dont je ne me permettrai pas d'avoir de m'arroger une expertise. J'ai éventuellement un avis comme tout le monde, mais ça n'est pas mon expertise. Je pense que je vais diviser en deux ce que vous dites, parce que il y a les objectifs de santé publique qui pourraient être une forme de contrat, et c'est ce dont aussi le président de la République parlait. Ça existe aussi sous forme de rémunération sur les objectifs de santé publique, les ROSP, dont les médecins disent que c'est un petit peu complexe aussi dans la terminologie, et puis il commence à y en avoir trop, mais c'est quand même une bonne idée. C'est quand même une bonne idée. Ça va un petit peu dans le sens de la contractualisation, je pense, dont vous parlez. On se donne effectivement un objectif. Peut-être qu'au-delà de l'objectif, il faut mettre les moyens et l'évaluation, comme vous le dites, qui manquent peut-être à ces objectifs de santé publique pour que ça devienne un contrat de santé publique. Donc, je vous paraphrase un petit peu en disant que oui, nous, on serait tout à fait, en tout cas, nous, chez AstraZeneca, on serait tout à fait prêt à discuter de ça, parce que il y a, et je parle souvent de continuum, il y a aussi le continuum du soin, encore une fois, de la prévention jusqu'à quelque part les soins de suite. Et là-dedans, on peut se fixer des objectifs avec des évaluations sur ce continuum de soins. Donc oui, on pourrait avoir des objectifs de santé publique définis, contractualisés, avec des évaluations. Et oui, nous sommes là plus dans notre domaine, complètement ouverts à ce qu'on appelle des contrats de performance pour les négociations de prix dans le cadre de médicaments innovants. Et pour avoir des contrats, que ce soit dans un sens d'objectif de santé publique ou dans un sens de performance de la prise en charge thérapeutique, il faut des données de santé accessibles, alignées, légitimes, reconnues. Et donc, tant qu'on n'a pas ça, je pense qu'on ne peut pas passer du côté du contrat. Je voudrais préciser que je ne vous ai pas pris pour un ultralibéral à tout craint, parce que dans ce cas-là, je ne vous aurais pas posé de questions. Ah, d'accord. Merci, Monsieur Dubois. Alors, on a une question de Laurence Indrener. Laurence? Olivier. Bonjour Olivier, merci beaucoup pour cette intervention et pour avoir dit un certain nombre de choses très, très intéressantes et qui méritent d'être dites. Donc, je suis Laurence Indrener, pardon, je suis directrice de l'accès au marché de GenSight Biologics, qui est une biotech petite, française. Et sympathique. Voilà, et sympathique, issue du monde académique français et qui fait de la thérapie génique. Donc, on coche un certain nombre de cases qui nous met à mal sur le marché, qui fait qu'on a un business model qui est plus risqué qu'un autre, enfin qu'un certain nombre d'autres, en tout cas qui est différent. Il est difficile d'optimiser nos coûts fixes, nos revenus dépendent d'un portefeuille qui est tout petit. On n'a pas encore de revenus, je tiens à le préciser d'ailleurs. Mais je voulais savoir s'il était pertinent de rajouter aux archétypes que vous avez décrits, peut-être le profil justement et la nature des entreprises qui sont fournisseuses de médicaments ou pourvoyeuses. Pour les raisons que je viens d'évoquer, pour ces business models qui sont sur des petites structures plus risquées. Et là, je pense que l'attractivité de la France est relativement mise à mal, parce que si on peut se rassurer sur un non-départ d'AstraZeneca de la France, en revanche, on a peut-être plus de mal à défendre une arrivée massive et une implantation de filiales de biotech sur le territoire. C'est vrai. Alors, je pense qu'on en a tous besoin, à moins qu'on soit tous convaincus que finalement on deviendra tous Big Pharma et que le modèle est aux mains de Big Pharma. Mais ça, c'est une autre question. Mais je trouve ça très, très important d'avoir cette attractivité de la défense, parce qu'une filiale sur un sol français, c'est plus d'essais cliniques, donc c'est du bénéfice pour les patients. C'est une amélioration des parcours de soins, parce qu'on met des ressources pour développer le parcours de soins, le diagnostic des patients qui pourraient bénéficier de nos thérapeutiques. Enfin, il y a là aussi un gros cercle vertueux. Et je pense que cet archétype est souvent oublié. Et voilà, qui est le business model des entreprises fournisseuses de médicaments. Non, mais vous avez complètement raison, et c'est bien le principe et l'avantage de ce café, c'est que je n'ai pas l'expertise et la culture que vous avez sur ce sujet-là, et donc je ne peux qu'être d'accord avec vous, et vous le savez mieux que moi, et c'est très bien dit. Donc oui, tout à fait, un AstraZeneca ne partira peut-être pas, mais vous ne viendrez peut-être pas, et ça, ce sera aussi une perte pour la France. Et d'autres partent, donc ça c'est, oui. Oui, bien sûr. Alors, ça fait on l'oublie. Oui. Non, mais vous avez tout à fait raison. Vous pouvez le compléter. Merci. Merci à vous. C'est pour ça qu'on a monté d'ailleurs 007, qui est Orphan Organization 7, qui est justement une structure, un think tank, qui a pour objectif de faire connaître ces entreprises
qui sont dans la vallée de la mort, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas encore de portefeuille ou elles ont juste un portefeuille débutant et qui se trouvent confrontées au problème de l'évaluation et au problème de la fixation du prix de manière extrêmement aiguë parce qu'elles n'ont aucun autre moyen de pouvoir trouver des dérivatifs à un accès qui s'allonge, des prix qui sont des prix sous-cotés par rapport au reste de l'Europe ou au reste du monde. Et cette cause, à mon avis, est importante parce que ce sont des entreprises qui concrètement ont déjà des solutions thérapeutiques. Tout à fait. Donc on est dans quelque chose qui est dans le dur. On n'est pas simplement on va dire, souvent quand on écoute un certain nombre d'acteurs ou de consortiums d'entreprises, on parle d'innovation, mais on parle un peu de concept de l'innovation de manière un peu théorique. C'est-à-dire qu'on est encore tellement sur l'amont qu'il n'y a pas encore de conséquences économiques. Mais là, une entreprise comme Gensight, on est dans le dur. Là, on est dans le dur avec des solutions qui sont des solutions qui peuvent apporter beaucoup à la population. Et ce qui va vous faire drôle aussi, c'est que dès que vous allez arriver justement à être un peu plus comme les autres, avec un médicament commercialisé, etc., vous allez être confronté et soumis à une fiscalité sectorielle, en plus d'industriels, type contribution sur le chiffre d'affaires, contribution sur la promotion, redevance sur les AMM, enfin un truc qui est absolument hallucinant. Et qui est sans aucun équivalent en Europe et sans aucune différenciation en fonction justement de la nature de l'entreprise, comme vous le disiez. Ce qui ne veut pas dire que du coup les plus grosses entreprises doivent prendre tout parce que voilà. Mais du coup, vous allez être aussi confronté à ça, une fiscalité industrielle plus une fiscalité sectorielle, mais qui est largement la plus forte d'Europe. Et quand on parle d'attractivité, je le dis souvent quand j'interviens, je parle beaucoup d'équations. Parce qu'il y a l'équation diabolisation, qui est le principe de suspicion plus le principe de précaution. Et puis il y a l'équation anti-attractivité, qui est la fiscalité la plus lourde, la réglementation la plus contraignante et les prix les plus bas. Donc là, une fois que vous avez dit ça, vous voulez venir en France. Mais il faut qu'on se rende compte de ça, parce que sinon, on a des situations comme celles que vous décrivez. Exactement. Merci. Merci Laurence. Alors Aurélie Franc, j'ai envie de vous passer la parole. Vous avez posé dans le chat une question. Pas de vous problème. voulez prendre la… Voilà. Oui, mettez votre caméra. Ah oui, pardon. C'est bon? Oui. Bonjour. Je suis Aurélie, je suis journaliste à Contexte. Donc, je voulais savoir, vous avez évoqué des laboratoires qui s'apprêtaient à rejoindre Agoria. J'aimerais savoir lesquels. Je ne vais pas vous le dire, sinon… Ah non, c'est vous qui avez… Non, mais on le dira quand ils auront signé, effectivement. Ouais, d'accord. Ok. Et c'est combien à peu près? Enfin, c'est quoi? C'est un labo ou vous en avez plusieurs qui sont… Plusieurs labos qui sont en cours de discussion en ce moment, oui. D'accord. Et je relançais la question aussi… C'est plus que 1 et moins de 10. D'accord, ok, bon déjà c'est une fourchette. Et oui, je relançais la question d'un participant, alors je crois, oui, monsieur Philibert, je crois, qui vous demandait qu'est-ce que vous attendiez de la mission interministérielle justement sur les prix des médicaments, savoir vous, voilà, qu'est-ce que vous allez avancer en tout cas. Ouais. Merci. Alors c'est effectivement, c'est pas moi tout seul, c'est le LEM, donc notre association professionnelle qui va travailler sur un certain nombre de propositions. Il faut déjà voir aussi comment nous on sera inclus et impliqués. Il faudra voir aussi quels sont les objectifs qui sont fixés. Donc je crois que c'est une mission dont on a dit qu'elle était sur le financement et la régulation, si je ne me trompe pas. Donc ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Ce qu'on en attend, c'est effectivement de la collaboration, de la concertation déjà sur la méthode. Ce qu'on en attend, c'est aussi une direction, une perspective, c'est-à-dire qu'on ne soit pas sur du court terme à se faire surprendre par une surexécution de baisse de prix, des clauses de sauvegarde qui deviennent des impôts. Donc il faut aussi de la prévisibilité dans le système. Ce que moi, personnellement, ma petite recommandation de ce que j'attends de ce système, c'est qu'il soit différencié en fonction des différentes situations. Laurence venait de le dire, il y a différentes entreprises, il y a différents types de médicaments. On ne peut pas avoir le même modèle économique pour tous. Donc, j'aimerais bien qu'il y ait un peu de précision sur ça. Personnellement, c'est quelque chose que j'encouragerais. Et surtout, ce que j'en attends, c'est une lettre précise de mission.
Parce que pour l'instant, en fait, je vous parle dans le vide. Je sais même pas de quoi je parle, donc j'improvise un peu une réponse sur pour reprendre un terme anglais, wishful thinking. Mais on peut rêver beaucoup. On a souvent été déçus, donc je veux pas être pessimiste et négatif et voir le verre à moitié vide. C'est pas mon style, mais c'est un sujet intéressant dont on n'a absolument pas les contours et dont on ne comprend pas comment on pourra être mis à contribution. Est-ce qu'on sera force de proposition écoutée ou juste à s'asseoir autour de la table pour dire que ça a été fait et qu'on a parlé à l'industrie et puis qu'au bout du compte, c'est une montagne qui accouche d'une souris. On verra. D'accord. J'en profite du coup, vous me donnez la parole, donc j'en ai une autre, mais pas forcément sur l'innovation, plus sur les pénuries de médicaments, mais bon, c'est un peu aussi forcément lié. Je voulais savoir si vous aviez commencé à travailler sur la feuille de route avec le ministère, parce que la feuille de route sur les pénuries des médicaments courait de 2019 à 2022. Je voulais savoir si un cycle de nouvelles concertations s'était ouvert sur ce sujet-là. Alors, je vous avoue que je n'ai pas la réponse précise. Il faudrait demander là pour le coup à l'association professionnelle. Je sais que de toute façon, Olem, on est sur le sujet, pas depuis aujourd'hui, mais depuis avant-hier. Hein. C'est extrêmement bien suivi. Donc, sur la feuille de route, je n'ai pas spécialement la réponse, mais j'imagine que oui. Ok, très bien. Merci beaucoup. Je recoupe tout. Merci. Merci Aurélie. Question suivante d'André Tanti. André ? Votre permission, je vais faire une observation et deux questions. Voilà. Mettez-nous votre caméra, André. Non, je ne peux pas. Elle ne marche pas. D'accord. Juste une chose. Alors, d'abord une observation. On vous écoute, sur la Haute Autorité de Santé, on demande à l'industrie des produits de santé de financer quasiment la totalité de fonctionnement de la HAS, alors que si on s'en reporte juste au nombre de personnes, l'évaluation c'est 20% de la HAS et c'est à peu près 20% de l'activité de la HAS et on demande aux produits de santé de faire le financement total. Ça, c'est l'observation à la suite des différentes taxations qui sont faites sur l'industrie des produits de santé. Mes deux questions. La première, elle porte sur le financement de la recherche. Il y a moins de 10 pays dans le monde qui acceptent de financer la recherche. En gros, cette recherche des pays dits avancés, libéraux, occidentaux, on va dire, a montré à l'occasion du Covid qu'il n'y a qu'elle qui est capable de sortir des médicaments. La France faisait partie, pour des intérêts internes, mais aussi pour des intérêts de santé, du financement de la recherche. Est-ce qu'on n'a pas l'impression, que subrepticement, la France a pris plus ou moins la décision de sortir de ce financement de la recherche, comme ont pu le faire des pays comme les Pays-Bas en particulier? Voilà, donc ça c'est ma première question. Et la deuxième question, nous fêtons je crois, 17 ans d'entrée en vigueur de la loi de santé de 2004, qui a modifié le fonctionnement de l'hôpital avec, disons, la tarification à l'activité dans les hôpitaux. Depuis, on a une perte de financement de la recherche au travers des hôpitaux, mais on a surtout le fait que tous les médicaments qui sont entrés depuis 17 ans auraient dû permettre une fermeture de lits, c'est ma vieille marotte, bien plus importante que celle qui est intervenue. Est-ce qu'il y a un moment dans les discussions avec les pouvoirs publics où vous allez remettre un peu ce sujet sur le tapis, parce que en réalité, on voit bien que, en principe, il devrait plus y avoir un patient du SIDA, plus un patient de l'hépatite C, plus un patient il y a quasiment plus de patients du cancer, etc., dans les hôpitaux. Et en réalité, on n'a pas diminué le nombre de lits à la hauteur de ce qu'on aurait dû faire. Voilà.
J'ai été assez court par rapport à ce que je fais d'habitude. Voilà, je vous avoue que la deuxième question me dépasse vraiment mon domaine d'expertise, donc je pourrais avoir encore une fois un avis qui serait peut-être juste personnel d'un individu comme un autre pour juger de justement la réorganisation en nombre de lits des hôpitaux, par exemple, en fonction de l'évolution de la prévalence ou de l'incidence de certaines maladies sur les. C'est une excellente question, mais à laquelle, si vous le voulez bien, je me permettrai pas d'émettre un avis qui serait vraiment tout à fait arbitraire en fait, hein, et sans données ou sans expertise particulière de ma part. Donc je me permettrai d'éluder cette question si vous le voulez bien. Sur le financement de la recherche en France, je ne connais pas les chiffres par cœur, mais je crois savoir effectivement que ça correspond à peut-être 1 à 2% du PIB en termes de recherche publique. C'est très faible hein, pour un pays comme la France. Il y a le département, le service de réaction en cas d'urgence sanitaire, HERA au niveau européen, qui est mis en place pour faire le pendant un peu de la BARDA américaine, qui a, elle, énormément investi justement dans la recherche. Il ne me semble pas savoir que la France ou l'Europe a particulièrement investi dans la recherche, notamment sur les vaccins Covid. Hein. Ils ont fait des prêts achats. Hein. Donc, il y a eu une stratégie d'achat qui a été assez exceptionnelle et inhabituelle. Mais sur l'investissement proactif dans la recherche pour permettre d'accélérer, ça n'a absolument pas été le cas. Et c'est bien dommage. Et on n'a pas vu effectivement un vaccin vraiment sortir de ce qui aurait pu être cette recherche. C'est surtout la recherche de biotech, là pour le coup allemande, américaine et la recherche académique anglaise qui ont le plus contribué, on va dire, sur ce sujet-là que je connais bien, c'est pour ça que j'en parle. Mais donc oui, non, l'investissement en recherche publique est un peu, et même très mis à mal. Et c'est pour ça que ce n'est pas l'Institut Pasteur qui a sorti un vaccin anti-Covid. Alors, question suivante. On a Fraisse qui veut la poser. Encore une fois, je n'ai pas le prénom, c'est peut-être Bernard. En tout cas, si c'est Bernard, ça me fait plaisir de le saluer au passage. Et je vais me démasquer. Juste deux réflexions, mais sur un sujet un peu différent, qui est celui des dispositifs médicaux et des objets connectés. Il y a quand même aujourd'hui des perspectives un peu d'espérance dans ces domaines. C'est celui des mesures transitoires de remboursement et c'est le travail que fait l'HAS au quotidien de dialogue précoce. Donc il y a quand même dans le DM et dans les logiciels en santé qui facilitent l'organisationnel une vraie volonté de remboursement intérimaire ou intermédiaire. La deuxième réflexion, elle est dans ces domaines-là. Je parle bien des DM et des logiciels en santé. Il y a une notion évidente que tout le monde connaît de temporalité. C'est d'arriver à réduire la durée. Et ça, il n'y a qu'une solution, me semble-t-il, c'est de créer des plateformes. Il en existe quelques-unes en France aujourd'hui où on mélange les industriels, éventuellement les agences, les chercheurs, les méthodologistes, pour aller en cohérence depuis l'idéation jusqu'au projet final. Ce qui, par contre, pose problème, me semble-t-il, aujourd'hui, c'est la quasi-absence de tiers-lieux, c'est-à-dire de lieux de recherche public-privé, pour améliorer les cohortes et aller plus vite. Donc, on a toujours du mal à faire du pre-screening, à faire des cohortes valides. Donc, il y a une vraie nécessité de mettre en commun les patients publics et privés. Et la deuxième, alors qui est du pouvoir politique, c'est la durée des notified body pour répondre à une demande. C'est-à-dire qu'on pose un dossier et avant d'avoir la moindre réponse au marquage CE, on a 2 heures d'attente. Donc, quand vous voulez réindustrialiser la France avec des TPE qui s'intéressent aussi bien au DM qu'au logiciel de santé, qui intéressent tout le monde, puisqu'elle concerne le parcours de soins, on doit essayer de collectivement diminuer le temps, et la temporalité est un problème majeur. Surtout quand elle est portée pendant 2 ou 3 ans par des organes notifiés qui font pas leur travail. Merci, Monsieur Fraisse. Voilà, tout à fait d'accord. Je connais moins le DM, c'est une très bonne remarque sur la
sur le sujet de la collaboration publique-privée et vous parlez un petit peu finalement de données. Hein. On a parlé d'Agoria Santé, c'est ce qu'on cherche, et on a parlé à des collègues du DIEM. Il faut aussi que l'entrepôt de données de santé puisse accepter par exemple des données d'imagerie. Ça, c'est un développement aussi technique et technologique sur lequel on va travailler, puisque pour l'instant, c'est plutôt du texte. Et donc, toutes ces données mises bout à bout, mises ensemble, publiques et privées, pourront effectivement permettre des évaluations. Ce qu'il faut, on a parlé de cette notion de rectificatif hein, quand on parlait du budget de la santé, mais il faut que tout puisse être rectificatif. Et vous avez raison, moi je ne suis pas tout à fait d'accord sur le fait qu'on accepte finalement la temporalité, c'est-à-dire de dire, OK, pour l'instant, on sait ça, alors on met les choses, on fixe les choses, que ce soit le prix ou à ce niveau-là, et puis il y a une revoyure. En fonction de ce qu'on saura, il y a très peu souvent des augmentations, par exemple, de prix. Les réévaluations, et c'est normal, la HAS est débordée, ne sont pas forcément priorisées. Et pourtant, il y a des données qui peuvent être accumulées, des expériences, comme vous le dites, qui peuvent nous permettre d'apprendre et pourraient nous permettre de revenir sur des choses qui ont été évaluées 2 ans avant et dont on en sait plus 2 ans après. Je ne pense pas que le système fonctionne de manière aussi fluide, mais si c'est ce que vous disiez, je partage effectivement cet avis de dire qu'on pourrait faire ce type d'aller-retour. Voilà, merci. Merci à vous. Oui, c'est vrai que dans le discours du président de la République, il y avait un autre mot. Je pensais que Gérard l'avait remarqué aussi. Il a remarqué le mot contrat, ce qui est important. Mais il y avait un autre mot qui était le mot de la confiance. Et j'aimerais avoir ton opinion ou ton feeling par rapport à ça, parce que il est vrai qu'à l'heure actuelle, la confiance entre les acteurs du système de santé, elle est quand même extrêmement difficile. Quand on voit la prise de position d'un certain nombre de l'hôpital public par rapport à l'hôpital privé, quand on voit les médecins sur la question des IPA, qu'est-ce que peut faire l'industrie pour arriver à développer cette notion de confiance avec tous ces talents, toutes ces compétences qu'elle a accumulées depuis longtemps et sur lesquelles elle a quand même d'abord des personnels qui sont nombreux, qui sont ultra qualifiés. Quand même, l'industrie pharmaceutique, c'est quand même le deuxième, si mes souvenirs sont bons, c'est le deuxième employeur français de Bac plus 5 ou de Bac plus 7. Donc, on est véritablement sur des niveaux de compétences et des niveaux culturels de la base des cadres de l'industrie qui pourraient permettre de développer ces outils. J'ai absolument pas la réponse, Olivier, puisqu'on est, comme je te le disais et je le disais, les premiers finalement victimes d'une suspicion structurelle. Hein. Moi, j'ai discuté avec des personnes que je ne citerai pas évidemment, qui me disent on ne veut pas que nos médecins vous parlent parce que toute interaction avec vous est forcément biaisée et suspecte. Je veux dire, il y a énormément de médecins en France qui ont comme référence scientifique le magazine Prescrire. On peut pas parler de confiance quand on se fie à ce type de source pour faire des choix médicaux. Donc non, il n'y en a pas suffisamment. Et pourtant, et c'est pour ça que je fais toujours le pendant, on est super régulé, très bien, super contrôlé, très bien, et en même temps super suspect. Et c'est là que je pense que le bas blesse. Donc il faudrait vraiment se rendre compte à quel point tout ce que l'on fait, tout ce que l'on dit est publié sur des bases de transparence et contrôlé. On est le seul pays qui a un avis, qui a un préavis sur les documents promotionnels, les documents d'éducation que l'on utilise à destination des professionnels de santé. Il n'y a pas un document qui sorte dans les mains de délégués médicaux qui n'ait été visé et revu. Et ça n'existe qu'en France, que je le sache. Et puis, il y a des contrôles aussi a posteriori, évidemment. Donc, tout ça est très bien. Tout ça serait très bien si on pouvait justement avoir un climat de confiance qui serait instauré ou restauré justement par le fait qu'il existe ces contrôles et cette réglementation. Moi, j'ai vraiment un problème avec le déséquilibre de contrôler et suspecter. Ça j'avoue que je ne comprends pas ça. Alors, j'ai une dernière question parce qu'on va arriver à la fin de notre Café Nil. On est passionné chez Nil par toutes les questions de territorialisation des politiques de santé. Ouais.
Est-ce que c'est un sujet qui traverse l'industrie pharmaceutique et sur lequel elle a un intérêt, elle a une curiosité, une volonté d'agir, ou est-ce que c'est un sujet qui, je dirais, qui est trop micro et pas assez macro pour… Alors, je vais te répondre et je vais essayer de mesurer ma passion parce que j'ai la même. Donc, je vais répondre oui pour l'industrie pharmaceutique, c'est un sujet qui nous intéresse. Puis je vais répondre, si tu me le permets, pour AstraZeneca parce qu'on contrôle ce que je peux contrôler. On a un département, une direction de la stratégie territoriale. On est en train de réorganiser un modèle de déploiement et d'interaction avec les professionnels de santé sur nos différents métiers commerciaux, scientifiques, hospitaliers, etc., qui est complètement basé sur la territorialisation des soins et l'organisation territoriale des soins. On est en train de complètement changer notre organisation d'interaction, de déploiement sur le terrain chez AstraZeneca en 2023, sur la base de la territorialisation. Séverine Coquerel, qui est intervenue, qui est dans mon équipe, est responsable justement notamment des contrats de performance, de l'utilisation de value-based healthcare. Je vois Frédéric Ville qui parle de value-based healthcare, des prom et des prem. Séverine est notre experte et spécialiste chez AstraZeneca et travaille avec les équipes justement territoriales parce que ça, prom, prem, value-based healthcare, ça se fait au niveau local. Il faut savoir comment on prend en charge des populations locales. La vision d'Agoria Santé, c'est aussi de générer de la donnée locale, c'est aussi de travailler avec des acteurs locaux pour comprendre comment on peut prendre en charge des personnes dans la région centre versus la région PACA et comment ça peut éventuellement se comparer, non pas pour juger, mais pour s'améliorer. Donc nous, on croit énormément à ça. On croit énormément que effectivement la réponse, une partie de la réponse des difficultés de l'hôpital se fait dans la médecine de soins primaires. On est des soutiens absolus de la médecine générale et de la médecine de soins primaires et de l'importance qu'elle a du diagnostic jusqu'à la prise en charge de beaucoup de maladies qui désengorgeraient justement les hôpitaux et les spécialistes. Le référencement évidemment de la médecine générale vers les spécialistes pour des cas sévères ou compliqués est essentiel. Donc tout ça, ça se gère au niveau local. La santé au plus proche du patient, on est chez AstraZeneca littéralement organisé comme ça. Super. Mais écoute, il est 9h57. On a l'habitude de tenir les délais à la minute près chez Neil. Pour une raison simple, c'est qu'après, il y a encore de longues journées de travail. Il faut que tout le monde puisse s'y remettre. Mais vraiment, je voulais te remercier pour cet exercice pas simple. Parce que le sujet de l'innovation, on a toujours l'impression que c'est un sujet très innovant, mais c'est vrai que ça fait tellement longtemps que tout le monde parle d'innovation que c'est devenu un peu une bouteille à l'encre et que on n'en a plus une vision aussi aiguisée que celle que tu peux porter. Et donc, je crois qu'il y a beaucoup d'éclairages que tu nous as apportés qui sont tout à fait passionnants et tout à fait intéressants. Et d'ailleurs, quand je regarde l'audience qui est encore présente, c'est tout à fait caractéristique d'un débat qui est un débat riche et de qualité. Donc, vraiment, merci Olivier de ce moment passé ensemble. Je vais annoncer les 2 prochains Café Neil. Le prochain, c'est mercredi prochain, c'est avec Franck de Vulder. Et on a décidé avec Franck de travailler un peu sur la notion de contrat social. Parce que quand on écoute les médecins à l'heure actuelle, je suis médecin donc je peux le dire, il y a beaucoup de revendications qui sont très catégorielles, mais on se demande un peu en gros quelle est leur mission au service de la population. On parle de besoins populationnels, on parle de responsabilité populationnelle. Et donc je crois que plus loin que les négociations qui sont les négociations conventionnelles avec la CNAM, et question de rémunération, il y a aussi peut-être un nouveau rôle à définir, peut-être dans le cadre du One Health d'ailleurs aussi, parce que le médecin n'aura plus simplement ne pourra plus se contenter d'être un simple traitant. Il faudra que ce soit aussi un ingénieur conseil pour un député, pour un élu local, pour une collectivité territoriale, pour mettre en place une politique basée sur des déterminants de santé dégradés. Enfin, il y a toutes ces questions à aborder, ce qui peuvent être tout à fait passionnants. Et puis, dans le domaine de l'excellence et de l'innovation, on attend une réponse ferme normalement pour le 25, mais je n'ai pas la confirmation encore de la date, de Jean-Yves Blais et de Sophie Beaupère, donc Unicancer.
Et là, vraiment, on a aussi des centres et des occasions de fierté en France. C'est pour des gens comme ça qu'on reste en France, hein, pour rester à la question, pour revenir à la question. Là, c'est clair que la question ne se pose plus quand on a des gens de cette qualité en France. C'est exactement ça. Mais je crois que Younes a posé la question justement dans le sens de lutter un peu contre les prises de position d'un certain nombre d'industriels qui disent oui, mais alors je vais partir et tout ça. On sait très bien que tu n'as pas envie de partir. Et alors, heureusement, parce que on veut changer. Voilà, il faut changer les choses. Voilà, en tout cas, vraiment merci. C'était un excellent moment qu'on a passé ensemble. Je crois qu'il y a vraiment beaucoup de questions qui ont trouvé réponse. J'espère qu'on pourra continuer le dialogue dans d'autres occasions, sur d'autres choses. Partager de l'information, on a parlé de 007, mais il y a beaucoup d'autres sujets sur lesquels on peut échanger. Et je crois que voilà, c'est en travaillant tous ensemble et sans a priori qu'on pourra arriver peut-être à faire merci changer à toi, ce système. Olivier. Merci encore pour l'invitation. Merci à toi, merci Germain. Merci à tous les participants pour vos questions et votre participation. C'était aussi très enrichissant pour moi d'écouter vos questions. Et donc, un grand merci à tous. Bonne journée. Très bonne journée. Merci à tous.